sommes à l'ouest du Cameroun, ce pays mosaïque de plus de 200 ethnies. Il en est une qui se distingue entre toutes par son identité très forte, articulée autour d'une langue et d'une histoire commune, les Bamilékés. Ici, subsiste une culture qui semble avoir traversé les siècles. Un homme sans culture est considéré comme un arbre sans racines. Il est en perte de repère moral. Il faut avoir un repère. Et nous pensons que le Bamiléké a un repère qui est sa culture. Cette culture est partagée par tous les habitants du pays bamiléké sur un territoire de 6000 km², considéré comme le grenier du pays. Parmi ces vallées et ces plateaux, la société est structurée en une multitude de chefferies. Par-delà les distances et leur diversité, chacun de ces micro-royaumes abrite une organisation sociale, un savoir-faire paysan, une mémoire et des traditions partagées par tous les Bamilékés. Les monarques sont les gardiens et les artisans de cet héritage immatériel qui perdure depuis près d'un millénaire. Cette région est appelée Grassfield car le sol y est fertile grâce à la proximité du volcan, le Mont Cameroun, et l'eau y est abondante. Mais ici, aucune savane ou forêt équatoriale comme ailleurs au Cameroun. Les paysages sont façonnés depuis des siècles par les Bamilékés. Selon l'histoire transmise oralement, leurs ancêtres se seraient établis après des décennies d'errance au XIIe siècle dans ces vallées verdoyantes qui se sont avérées être leur terre promise. Car les Bamilékés seraient, dit-on, les descendants d'un peuple venu de Haute-Égypte, un peuple d'agriculteurs qui cultivaient les bords du Nil. Ces Bamilékés fuient la soumission à l'esclavage. Ils traversent le Soudan, ils traversent le Tchad. On ne saura jamais pourquoi ils ne se sont pas arrêtés en route. Ils arrivent et trouvent le terroir vide, c'est une forêt. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont développer un art, une technique d'occupation du terrain en détruisant la forêt. Et ils vont créer des paysages, des bocages. Et ainsi de suite, chacun va délimiter son territoire selon ses moyens et selon les ententes. Et les balises que constitue l'arbre appelé Ntolele, qui est une borne de chez nous, vont nous aider donc à diviser, à compartimenter le terroir. Ce territoire est occupé au fil des siècles par les familles peu à peu agrandies. Du moins, les familles de notables, car posséder une terre en pays bamiléké est un privilège réservé au clan du roi et à ses conseillers. Mais au sein même de la famille royale, les benjamins qui en sont privés doivent quitter leur chefferie pour aller conquérir d'autres vallées. Nous sommes d'une famille royale de Foutouni, un village voisin. Bon, vous savez que les problèmes de succession, ça fait toujours problème ici chez les Bamilékés. Mon grand-père a échoué la succession de la chefferie, on l'a installé ici. Nous sommes les petits-fils et descendants. C'est notre communauté ici, tous ces sommets-là. Voici ma parcelle, mon frère est en haut. Généralement, on vit de l'agriculture, du sol. Quel que soit ce que vous faites, vous devez avoir une parcelle. C'est pourquoi les gens se battent dessus. Bon, et ce n'est pas n'importe qui a la terre, comme mon grand-père, comme vous voyez. Il a toute une montagne, parce qu'il a des descendants. On a une grande communauté. Bon, c'est pour ça. Donc, avoir même la concession de quelqu'un, ça se le distingue déjà. Il n'a même pas à parler. Dans la chefferie de Foto, comme dans les 150 royaumes qui quadrillent aujourd'hui le pays bamiléké, le paysage est le reflet de cette hiérarchie sociale. Les moins fortunés résident au creux des vallées, tandis que les classes supérieures s'arrogent les terres du haut,
à proximité de leur monarque. Monarque qui, comme il se doit, domine son territoire depuis le sommet d'une colline. Le palais de Photo est à l'image de toutes les résidences royales bamilékées. On y accède par une porte cochère ornée de pyramides qui symboliseraient les légendaires racines égyptiennes. Et au-dessus, 7 ou 9 cônes selon le nombre de notables qui conseillent le roi. En région Bamiléké, le roi a une force. Et cette force est incarnée par un animal, la panthère, qui est un animal royal. L'homme, avec cette force, pouvait s'incarner à l'intérieur de cet animal, passant ainsi de la forme anthropomorphique à la forme zoomorphique. Voilà le symbole des ivoires, qui sont également un élément de richesse dans les royaumes. Nous avons cette cloche, c'est la cloche à laiton, double gond. Elle aide au rassemblement des peuples, elle annonce l'arrivée du roi selon la façon de la jouer. Sa Majesté Momo Sofak Guy Ier est considéré comme tous les rois baméliqués et comme son père, dont il a hérité du titre, comme une personne sacrée de droit divin. Je me situe dans la continuité des actions que mes prédécesseurs, mes pères, ont posées, les jalons qu'ils ont posés. Je continue en veillant à la pérennisation de notre culture, de nos traditions, de nos us, pour l'intérêt, bien entendu, supérieur de notre royaume. Les chefs ont un pouvoir de décision sur des aspects coutumiers de son royaume, puisque puisque chez nous, la difficulté, l'héritage que nous avons, la difficulté première, c'est que c'est oral. Pour montrer à quel point le roi incarne à lui seul les dogmes juridiques, politiques et religieux de son peuple, un buste de chacun de ses prédécesseurs a droit à sa case en raffia. En 1892, c'est le roi Nello qui s'assoit sur le trône. Mais entre-temps, les colons allemands ont conquis le territoire bamiléké et l'ont intégré dans un pays plus vaste, 8 ans auparavant, qu'ils ont baptisé Cameroun. Nello fait partie de ces bamilékés qui s'illustrent par leur résistance aux colons. Il sera pendu en 1915. Mais tous les monarques n'ont pas adopté la même attitude face à la colonisation. À 120 km de là, Foumban est le chef-lieu d'un autre royaume et le théâtre d'une autre histoire. Le sultan Ibrahim Nyoya, lui, pactise avec les Allemands pour protéger son peuple, les Bamouns, qui ont des origines communes avec l'ethnie bamiléké. Nyoya devient l'interlocuteur privilégié du chef des colons. Cette alliance va transformer la culture des Bamouns qui s'ouvre à un savoir-faire venu d'Europe. Nous sommes devant le palais du roi Njoya. Et là derrière, vous avez le trône du roi Ibrahim Bobo Njoya qui vient de sortir. En 1908, Njoya a eu à faire un voyage pour aller visiter le gouverneur germanique qui était son ami. Et quand il est arrivé là-bas, il a trouvé que ce gouverneur était dans un somptueux palais. Le sultan, admiratif, décide de s'arroger un monument aussi imposant dont il dessine lui-même les plans. Entre-temps, la Première Guerre mondiale éclate. Les Anglais et les Français viennent déloger les Allemands du Cameroun en 1916. Mais cela n'empêche pas le roi Nyoya de faire surgir de terre, un an plus tard, son propre château bavarois en pleine Afrique centrale. Ce bâtiment a reçu absolument beaucoup d'influence, surtout sur le plan de la technicité. Parce que ces briques que vous voyez là, les bambous ne construisaient pas comme ça.
des bambous construisaient, ils mettaient les piquets, ils tissaient les bambous et ils mettaient la boue, le poteau-poteau, pour pouvoir habiter là-dedans. Et c'est les Allemands qui ont changé la nouvelle façon de voir, la nouvelle façon de bâtir chez les bambous. Le roi Mombo Ndoya, qui occupe le palais conçu par son grand-père, est aujourd'hui dans ses petits souliers. Tous les 2 ans, pendant la fête du Ngwon, en face du palais royal, son pouvoir est remis en question. Il va passer devant le tribunal des notables qui peuvent soit le destituer, soit le reconduire. Le temps du procès, il quitte le trône sur lequel il siège depuis 25 ans. Il redevient un sujet assis sur une simple chaise, dépourvu d'apparat. Les Fonangwon ont décidé à l'unanimité d'infliger une amende particulière et consistante au sultan, une amende de 10 chèvres. Seulement 10 chèvres à donner aux notables pour quelques erreurs de gouvernance. Soulagé, le roi retrouve son trône pour 2 ans encore. Pour ce moment essentiel qui consacre la culture bamiléké, toutes les chefferies sont venues en délégation. Lorsqu'on lit un peu certains livres qui viennent de l'Occident, on a l'impression que la démocratie, elle est nouvelle en Afrique. Mais à travers le Ngwon qu'on célèbre ici, on se rend bien compte que les peuples africains sont démocrates depuis les temps anciens. C'est un peu cette culture qu'on célèbre et qui est millénaire. C'est une culture ancienne qui reste et qui ne meurt pas. C'est une culture qui est permanente. Lorsque vous rentrez 20 ans, 30 ans, 100 ans en arrière, vous revenez aujourd'hui, vous voyez les mêmes éléments de cette culture. Donc c'est une culture qui reste et qui se transmet de génération en génération. Cette culture si ancrée chez les Bamilékés contribue aujourd'hui à leur principale réussite. En s'appuyant sur leurs valeurs et leurs traditions, ils ont su s'intégrer au système économique moderne du Cameroun. Ils continuent de développer une fraternité très forte et de maintenir des liens de solidarité solides, que ce soit au sein du pays ou parmi la diaspora aux États-Unis comme en Europe. Parce qu'ils savent qu'ils partagent un trésor, cet attachement aux hauts plateaux de l'Ouest sur lesquels s'est construite leur histoire commune.